Donc je vais parler donc d'Alembert astronome. Et en particulier, je vais me concentrer sur la théorie de la Lune, qui n'est pas la seule contribution, et ni même la plus importante d'Alembert en astronomie, puisqu'en fait, on peut plutôt considérer que c'est là où il est le plus original, c'est sur la recherche de la précession et le mouvement du corps solide, qui sera repris aussi par Euler. Mais donc, c'est la Lune que j'ai choisie. Et donc, je vais commencer par donner des références essentielles là-dessus, sur ce travaux de d'Alembert. Et sans trop de surprise, ces références essentielles, eh bien, sont les volumes parus sur les œuvres de d'Alembert, et en particulier tout ce qui a été écrit, commenté par Michel Chaperon, que ce soit dans les textes de mécanique céleste ou dans la correspondance. Donc, je vais retracer un petit peu le problème, en commençant par Newton. Donc, Newton avec la loi de la gravitation universelle, on dit Newton, donc on a une planète autour du Soleil, Newton permet de retrouver les lois de Kepler. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai. On a la loi de Kepler, c'est-à-dire que la troisième loi de Kepler, que le cube des grands axes est proportionnel au carré des périodes. Mais en fait, ici, c'est phénoménologique et le K, il ne veut rien dire, enfin, c'est juste une constante. Avec Newton, avec la loi, avec donc le principe fondamental, on a beaucoup plus, puisque cette constante, maintenant, elle s'exprime en fonction des éléments physiques et en particulier de la masse des corps. Donc, il suffit maintenant d'observer la période et on va trouver, et la distance, et on va trouver la masse des corps. Et c'est ce que fait Newton dans les Principia. Et il va trouver comme ça, à partir des satellites de Jupiter, la masse de Jupiter. Vous voyez, il trouve 1067, enfin 1 1067e de la masse du Soleil, alors que la valeur réelle, c'est 1047. Et pour Saturne aussi, une valeur très approchée. Pour la Terre, il n'a pas aussi bien parce qu'il ne connaît pas la distance. Là, il faut la distance absolue Terre-Lune qu'il n'a pas, ou Terre-Soleil. Donc tout ça pour dire que la loi de Newton, c'était vraiment apparu comme une grande révolution, c'est-à-dire, et contester la loi de Newton, c'était quelque chose auquel les astronomes et les physiciens ne voulaient pas penser. C'est-à-dire, c'était savoir si la loi de Newton était vraiment la loi qui régissait le mouvement des corps célestes, c'était une question fondamentale, puisqu'en fait, ça aurait voulu qu'il fallait changer beaucoup de choses. Et pourtant, il y avait deux gros problèmes qui subsistaient dans les observations. Le premier de ces problèmes, c'était le fait que Jupiter et Saturne ne semblaient pas suivre les principes de la loi de Newton, parce qu'en fait, la loi de Newton, là, je l'ai dit, pour une planète autour du Soleil, mais dès qu'on a deux planètes comme Jupiter et Saturne, elles vont se perturber. Newton était bien conscient de ces perturbations, mais le calcul en est plus difficile. Et en fait, si on regardait par rapport à ce qu'on pouvait prédire, on trouvait un gros écart dans les observations, et particulièrement les observations anciennes. On avait, là, je montre dans le ciel, entre Saturne observé par les Chaldéens en l'an 228 avant Jésus-Christ, et la position que l'on pouvait calculer à partir de la loi de Newton, il y avait 5 degrés d'écart, ce qui était totalement impossible eu égard à la précision des observations. Donc, cette question, comme question importante du XVIIIe siècle, était mise au concours par l'Académie des sciences. C'était comme ça qu'on procédait à l'époque. On mettait des questions importantes au concours. Et le premier à répondre à cette question, ça c'était la question de 1748, c'était Euler, qui répond donc à cette question. Et dans son mémoire, il avoue deux choses. Il avoue qu'il n'a pas réussi à répondre à la question. Bon, il a quand même eu le prix. Et en même temps, il regarde la Lune. Il regarde la Lune et là, il se rend compte aussi, il y a donc cette discussion sur le mouvement de la Lune et en particulier le mouvement qui, selon lui, n'a pas l'air de suivre la loi de Newton non plus. Donc en fait, on voit qu'il y a une grande interrogation sur est-ce que
est-ce que la loi newtonienne, est-ce que c'est vraiment en 1 sur R2, en 1 sur D2 qu'il faut que la loi qui régit le mouvement des corps célestes? Et alors, pour ce qui est de la Lune, le problème était extrêmement important. Le problème était extrêmement important, ce n'était pas seulement une question fondamentale pour la science, c'était aussi une question fondamentale économique pour la société. Alors pourquoi une question économique? Eh bien tout simplement parce que les navires avaient besoin de faire le point, et en particulier on s'en est rendu compte après le désastre de Sorlingue en 1707, et Aérosa large aux îles Scilly. Toute une escadre était perdue dans le brouillard, et ne s'était absolument pas rendu compte qu'elle s'était déportée et se retrouvait dans les récifs des îles Scilly. Résultat, il y a eu 4 vaisseaux de perdus, 1400 morts. À la suite de ce désastre, les Anglais ont décidé, par la loi, c'est ce qu'on a appelé le Longitude Act, de mettre justement au concours, d'établir un board of longitude et de mettre au concours tout progrès qui améliorerait les possibilités de déterminer la longitude en mer. Et donc, on voulait la longitude à peu près, donc vous voyez, le prix, c'est 20 000 livres pour une précision de 30 000 nautiques, ou bien 10 000 livres pour une précision de 60 000 nautiques. Alors, 60 000, c'est... Est-ce que j'ai un truc qui fait des... Alors, c'est peut-être... Si on appuie, ça fait un... Ah ben oui. Donc, 60 000... ça correspond à 1 degré en longitude à l'équateur. Et en fait, 4 minutes de temps, c'est-à-dire qu'il faut connaître donc l'heure à la 4 minutes près, ce qui n'était pas possible à l'époque. Et on pouvait, à ce moment-là, se dire qu'on n'a pas de chronomètre, mais on peut chercher un chronomètre céleste. Et alors, le chronomètre céleste qu'on imagine qui pouvait se faire, c'est regarder le mouvement de la Lune sur le fond des étoiles. Et donc, 4 minutes de temps, ça correspond à 2 minutes d'arc de précision dans la position de la Lune. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en plus, on a le problème que la Terre tourne, et ça fait qu'en fait, la précision finale, c'est que pour avoir 1 degré de précision de longitude en mer, il faut une théorie de la Lune précise à 1 minute d'arc. Donc voilà une source possible, et voilà pourquoi on a cherché à avoir des solutions de la Lune précises avec à peu près 1 minute d'arc. Et cette question, donc là c'est le Longitude Act, mais elle était mise aussi à prix par l'Académie des sciences. Vous voyez, en 1945, la question c'était chercher la meilleure manière de trouver l'heure en mer par l'observation, soit dans le jour, soit dans les crépuscules, et surtout la nuit quand on ne voit pas l'horizon. Ce prix avait été mis en 1945, renvoyé en 1947 parce que les questions étaient jugées pas satisfaisantes, et il a été partagé entre Euler et Bernoulli, dont on a déjà parlé. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi, et là j'espère que je serai compréhensible pour tous, pourquoi c'est difficile de faire une solution de la Lune à 1 minute d'arc. Eh bien, en fait, depuis longtemps, on s'était aperçu d'irrégularités dans le mouvement de la Lune. Même Ptolémée avait trouvé les premières irrégularités d'un mouvement circulaire ou elliptique de la Lune. Et vous voyez, on a des termes qui font ici 76 minutes. D'autres termes trouvés par Tycho Brahe, par l'observation, ici fait 40 minutes, ici fait 11 minutes. Donc déjà, si on veut 1 minute, il faut les connaître précisément. Et puis, en plus, tous les autres termes, ça c'est les plus gros. En fait, pour avoir une solution précise à 1 minute d'arc, des termes comme ça, il en faut à peu près 40. Et donc, c'était pas du tout... Newton avait déjà calculé une partie de ces termes, mais avec une certaine précision, pas celle-là, pas à la minute près, il n'avait pas les 40 termes. Mais la plus grande difficulté vient du mouvement de précession de l'orbite de la Lune. Alors, ce mouvement de précession, on a le plan de l'orbite de la Lune qui va bouger. Vous voyez, j'ai mis l'orbite de la Lune là, et je regarde comment il bouge. En fait, il bouge comme ça. Donc ça, c'est presque circulaire, ça, c'est pas trop méchant, et il bouge en 18 en 6. Ça ne va pas être le problème le plus important. Le problème qui va être... Et là, vous voyez l'amplitude, je donne un peu l'amplitude résultante. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte, on a 150 minutes d'erreur. Donc, c'est pas... Et ici, maintenant, pour le périhélie, voilà le mouvement du périhélie.
Et alors, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus compliqué. L'amplitude 200 minutes, le périhélie, c'est l'orbite, donc la précession dans le plan de l'orbite. Et en fait, ce qu'on voit, et ce qu'on voyait déjà par l'observation, c'est que ce périhélie bouge beaucoup plus vite, avec une période, lui, de 8 ans, enfin 9 ans à peu près. C'est-à-dire le période, en fait, il va 2 fois plus vite que le nœud. Périgée, c'est parce que j'ai tellement l'habitude de m'occuper des planètes. D'ailleurs, j'ai marqué périgée, là, que je parle du... Voilà. Mais pour vous montrer un peu plus précisément ceci, je vais l'illustrer directement. Donc, je vais mettre la Terre au centre du monde, la Lune autour et le Soleil derrière. Le Soleil, ce sera le vrai Soleil, et la Lune, ce sera en fait le périgée de la Lune. Et donc, je vais faire avancer ça. Et vous voyez donc, ici, on a le plan. Le plan, on le voit, l'intersection avec le plan, c'est tout simplement la ligne blanche, là, entre le blanc et le gris. Donc ça, c'est le nœud. Donc vous voyez, le nœud va dans ce sens-là. Ici, on a fait 2 ans. Le périhélie va dans l'autre sens, mais vous voyez que son mouvement est assez compliqué. Donc, chaque fois que le Soleil passe, là, il y a 1 an de passé. Et donc, vous avez le mouvement ici du nœud qui est assez régulier, qui est lent, et du périhélie, beaucoup plus rapide, mais aussi avec en plus ces grandes oscillations. Alors, le premier... Donc, Newton avait déjà fait des calculs, mais en fait, on se rend compte, quand on regarde les textes des gens du XVIIIe, qu'ils avaient, eux, déjà du mal à lire Newton. C'est-à-dire tout ce qui était dans Newton n'avait pas été bien lu aussi. Et en fait, Euler va le premier faire recalculer donc précisément le mouvement du périhélie, du périgée, j'y arriverai pas, et il se rend compte, comme tout à l'heure, qu'il y a une différence il y a un problème dans le mouvement du périgée, et en fait, ce qu'il trouve, lui, par le calcul, ce qu'il va trouver, c'est que le périgée bouge à la même vitesse que le nœud, alors que l'observation montrait le contraire. L'observation montrait que le périgée allait 2 fois plus vite que le nœud. Et il commence à se poser des questions sur la loi de Newton. En fait, là, il écrit à Clairaut le 30 septembre 1747 en lui disant, ben voilà, moi, quand je fais le calcul, je trouve une vitesse de 10 000 je trouve une vitesse moitié à peu près de la vitesse observée. Il écrit à Clairaut, mais Clairaut, lui, il dit, ben justement, j'ai déposé un pli cacheté à l'Académie qui dit exactement la même chose. Donc Clairaut, lui, avait refait le même calcul en même temps, et donc avait aussi trouvé 18 ans au lieu des 9 ans pour le mouvement, pour la période du périgée. Et Clairaut questionne la loi de Newton et se dit qu'il faut sans doute rajouter un terme supplémentaire dans l'interaction Newton, donc pas avoir juste le terme en 1 sur R2, mais peut-être rajouter un terme en 1 sur R4. Et c'est là que d'Alembert intervient aussi. Il dit, mais moi aussi, j'ai déposé un pli cacheté avec aussi le même résultat. Le même résultat, donc, avec une période, il trouve par le calcul 18 ans au lieu des 9 ans. Et d'Alembert écrit justement, je dois avertir au reste que cet article 15 que j'ai ajouté à mon mémoire dans le cours de la lecture que j'en ai faite, et qui a été paraphé avec le reste du mémoire le 23 juillet 1947. Le paraphe, c'est justement le pli cacheté, n'a point été lu à l'Académie. Ainsi, M. Clairaut n'en avait aucune connaissance lorsqu'il a lu à la fin du mois d'août la méthode pour trouver le mouvement des absides. Et comme de son côté, il n'a lu le résultat de son calcul que sur l'apogée de la Lune que le 15 novembre, on voit que nous sommes arrivés à la même conclusion par des routes très différentes sans rien nous communiquer. Donc en fait, tous les trois, Euler, Clairaut, d'Alembert, arrivent de manière indépendante à la conclusion que le calcul donne la moitié de ce qui est observé. Clairaut avait proposé de rajouter un terme en 1 sur distance 1 sur R4, mais ça, c'est vraiment changer, faire un changement important, et c'est donc remettre en question la loi Newton
Et il y a eu beaucoup d'opposition à ça, en particulier de Buffon, qui donne par des arguments théorique un petit peu, lui explique que ce n'est pas possible de changer, de rajouter ce terme-là. Bon, et il suggère, il se dit, plutôt que de rajouter un terme en 1 sur R4, peut-être qu'il y a un autre effet, comme par exemple une force magnétique entre la Lune et le Soleil. D'Alembert est assez d'accord pour la force magnétique. Il écrit à Cramer en 1948, il lui dit « À l'égard de la cause qui se joint à la force du Soleil pour altérer le mouvement de la Lune, je ne serais point surpris que le magnétisme fût cette cause. » Donc vous voyez, tout le monde trouve la même chose, il faut une explication, donc un terme en R sur R4 pour Clairaut, le magnétisme pour d'Alembert. Mais en fait, sur cette question, c'est Clairaut qui va donner une réponse différente. Il va rétracter en fait son terme en 1 sur R4 en donnant en 48, enfin en 49, il va dire « Je suis parvenu à concilier assez exactement les observations sur le mouvement de l'apogée de la Lune avec la théorie de l'attraction, sans supposer d'autre force attractive que celle qui suit la proportion inverse du carré des distances. » Alors en fait, la manière dont ça se fait, c'est qu'il lit un résumé à l'Académie en disant qu'il y a un pli cacheté qui donne tous les détails, et après il sera publié justement en 1949 avec tous les résultats. Donc vous voyez, maintenant Clairaut trouve qu'on a accord entre le calcul et la théorie. Alors pour le comprendre, on peut regarder et comparer un peu avec ce que fera ultérieurement Delaunay. En fait, le mouvement du nœud de la Lune s'obtient par Delaunay comme une série de termes, série développée en le rapport des périodes de la Terre et du Soleil et de la Lune, qui vaut à peu près un tiers, un 13e. Donc vous voyez, on a des termes et on a une série avec des termes qui décroissent. Et donc pour le nœud, le premier terme, en fait, ce que calculait Euler, Clairaut, d'Alembert en 1747, c'est uniquement le premier terme. Donc avec le premier terme, pour le nœud, l'avance du nœud de la Lune, ils avaient un résultat qui était à peu près correct. Et ils trouvaient une période de 18 ans 6. Maintenant, pour le périgée, il en est tout autrement, puisque le deuxième terme est quasiment la même taille que le premier. Et la somme de tous les termes ici va valoir la même contribution que le premier. Donc en ne calculant que le premier terme du développement, eh bien, il n'avait que la moitié de la valeur de la vitesse. Et ce qui était surprenant, c'était comme en plus c'était de l'ordre d'un facteur 2, il pouvait se dire, oui, il y a vraiment quelque chose qui manque dans cette solution. Ça paraissait très vraisemblable. Et en fait, c'est juste à partir de ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas se contenter d'un calcul au premier ordre et qu'il fallait en fait calculer une solution approchée et réintégrer cette solution dans les équations, ce qui est très compliqué, pour arriver à calculer les effets de la correction sur les corrections. Et donc là, dans un deuxième temps, aussi bien Euler, en fait ce qui va se passer, c'est que Euler va à nouveau mettre à prix la question de la Lune, mais il va la mettre à prix, il va poser à Saint-Pétersbourg, à l'Académie de Saint-Pétersbourg, il donne comme prix à la question justement de donner tous les termes d'une solution de la Lune. Question si toutes les inégalités qu'on observe dans le mouvement de la Lune sont en accord avec la théorie newtonienne et quelle est la vraie théorie de toutes ces inégalités à partir de laquelle on puisse déterminer le lieu de la Lune pour un instant quelconque ou le plus exactement possible. Alors en fait, le seul à répondre, bon, Euler bien sûr ne va pas répondre au problème qu'il a posé, mais Clairaut va y répondre et aura le prix. D'Alembert, qui avait été sollicité pour y répondre, finalement ne va pas y répondre. Il ne va pas y répondre pour deux raisons. Un, il est très occupé par l'encyclopédie à ce moment-là. Et puis deux, il n'a pas envie d'envoyer à Euler, il s'est fâché un peu entre-temps avec Euler, il n'a pas envie de lui envoyer ses calculs à l'avance. Et il préférera les publier ultérieurement dans justement les quelques points
les recherches sur différents points importants du système du monde. Et c'est donc dans ces 3 travaux, chacun va calculer les termes supplémentaires, donc l'accord avec le mouvement observé va se faire. Je dirais que c'est sans doute d'Alembert qui va donner la forme la plus aboutie, la forme analytique la plus aboutie. Voilà une comparaison entre le calcul qu'a réussi à faire d'Alembert ici en 1754. Donc ça, c'est maintenant ce développement où les 2 premiers termes sont calculés de manière exacte. Et puis ensuite, vous voyez, ça c'est le calcul de Delaunay ultérieur qui a le vrai développement. Et là maintenant, on a un calcul de d'Alembert qui s'approche vraiment. On a des différences sans doute parce qu'il n'a pas tellement pris exactement les mêmes termes en compte. Pour avoir le détail précis de ce calcul de d'Alembert, je crois qu'il faut attendre le volume 9 des recherches, des travaux, des œuvres complètes d'Alembert. Alors, comme je ne voulais pas l'attendre, j'en ai fait un fac-similé à l'avance. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir anticipé donc, cette parution. Alors, donc, j'ai rajouté là, apparaître en 2019. Et alors, on voit ces travaux. Donc là, dans ces travaux, on part de la loi de Newton et on essaye de calculer le plus précisément possible, donc avec uniquement la loi de Newton, le développement de ces termes pour avoir le mouvement du périgée et tous les termes aussi perturbatifs. Eh bien, en fait, ce qui est surprenant, enfin, ce n'est pas surprenant, mais finalement, aucun de ces travaux ne va être utilisé pour la navigation ensuite. Et le travail qui va être utilisé, c'est celui de Tobias Mayer, qui va faire des tables de la Lune, non pas précises à 1 minute d'arc, mais à 2 minutes d'arc. Et alors, quelle est la différence entre le travail de Tobias Mayer et les autres ? Tobias Mayer, il reprend le travail d'Euler. Euler a calculé un certain nombre de termes périodiques, mais chacun des calculs est fait de manière approchée, puisque c'est donné par des séries dont il n'a que le début. En fait, ce que va faire Tobias Mayer, c'est d'ajuster ces termes à l'observation. Et si on fait ça, bien sûr, on a une représentation du mouvement de la Lune qui est bien plus précis, mais à l'inverse, on ne peut plus statuer de savoir si la loi de Newton représente bien le mouvement des corps célestes. On a perdu ça. On revient dans un modèle phénoménologique qui s'ajuste aux observations, sauf qu'on a pris un modèle de départ qui est beaucoup plus proche du modèle réel. Et en fait, donc, Tobias Mayer aura une partie du prix du longitude-acte, mais on ne lui donnera que 3000 livres, c'est-à-dire une petite partie, et puis Euler, une petite contribution de 300 livres pour son travail. Alors, et comme vous le savez sans doute, la détermination, finalement, le prix dans le longitude-acte sera finalement attribué, après bien des déboires, à l'amélioration des chronomètres maritimes par Harrison. Alors, je vais terminer en vous parlant des théories de la Lune aujourd'hui. Théorie de la Lune aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'on est allé sur la Lune, on y a déposé des réflecteurs laser, et du coup, on mesure la distance Terre-Lune avec une précision d'un peu plus du centimètre. Ça, c'est une graphique tirée en fait de la thèse d'un de mes étudiants qui a soutenu vendredi dernier, donc vous voyez, c'est d'actualité. Et donc, contrairement au XVIIIe siècle, on a maintenant une précision bien plus grande. Alors, bien sûr, pour faire le point en mer, on n'a plus besoin de la Lune, puisque maintenant on a aussi le GPS qui donne un chronométrage et un positionnement immédiat. Mais on peut toujours se poser la question de savoir est-ce que le mouvement de la Lune suit bien les lois de la gravitation. Et donc ça, on peut continuer les méthodes perturbatives initiées donc, par Euler, Clairaut, d'Alembert, mais on se rend compte que si on veut atteindre la précision du centimètre, c'est très difficile. Là, si je prends les travaux de Michel Chaperon et de Jean Chaperon, qui ont poussé en fait, ces méthodes perturbatives un petit peu à l'extrême, même avec 16 000 termes, on n'a qu'une précision de quelques mètres sur 100 ans, alors qu'en fait, il nous faut le centimètre. Donc là, c'est résolu par l'intégration numérique. Avec une intégration numérique directe, on a une erreur interne
qui est du micron sur 100 ans, donc là, il n'y a pas de problème. Et alors, on ne va pas chercher la question, comme je dis, c'est pas pour prédire le mouvement de la Lune, mais se demander est-ce que le mouvement de la Lune suit bien la loi de la gravitation. Et en fait, ce qu'on peut tester, donc je reprends la question de d'Alembert, il va le dire après, il va dire oui, d'accord, on a utilisé la solution de Tobias Mayer, mais quand même ma solution à moi analytique, elle montrait bien que la loi de Newton pouvait donner bien la bonne réponse pour le mouvement de la Lune. Et donc c'est pour ça que je dis, je reviens à la question d'Alembert, faut-il changer les lois de la gravitation pour expliquer le mouvement de la Lune? Et ici, ce qu'on peut tester toujours avec le mouvement de la Lune, et qui est toujours le meilleur test c'est le meilleur test de gravitation pour le principe d'équivalence, c'est-à-dire on prend la Terre et la Lune qu'on laisse tomber dans le champ de gravitation du Soleil, et les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure permettent de tester ça à quelques 10-14. Et donc, vous voyez que c'est toujours une question d'actualité, cette question du XVIIIe siècle. Et je vais terminer par un petit clin d'œil en regardant dans l'encyclopédie, où j'ai regardé astrologue. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Se dit d'une personne à donner à l'astrologie ou à la divination par le moyen des astres. Les astrologues étaient autrefois fort communs. Les plus grands hommes même paraissaient avoir cru à l'astrologie, tels que M. de Thou et plusieurs autres. Aujourd'hui, le nom d'astrologue est devenu si ridicule qu'à peine le plus bas peuple ajoute-t-il quelquefois aux prédictions de nos almanachs. Et si je regarde à astronome, se dit d'une personne versée dans l'astronomie, le peuple confond quelquefois astrologue et astronome, mais le premier s'occupe d'une science chimérique et le second d'une science très belle et très utile. Dans le temps que l'astrologie judiciaire était à la mode, il n'y avait presque point d'astronome qui ne fût astrologue. Aujourd'hui, il n'y a plus que des astronomes et point d'astrologues, ou plutôt les astrologues sont très méprisés. Voilà, sont très méprisés. Eh bien, j'aimerais bien qu'il en soit autant ainsi maintenant. Donc, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Merci beaucoup, Jacques. Question ? Guylain ? Est-ce que les mécanismes que tu viens d'expliquer sont amplifiés ou exceptionnels par rapport à la Lune ou pourraient s'observer sur d'autres planètes ? De quoi tu parles ? La différence d'un facteur 2 sur la période que tu as montrée, qui est oui, exceptionnelle. Non. Est-ce que c'est lié à la Lune et à ce moment-là, quelle propriété, ou ça s'observe aussi sur d'autres planètes ? C'est directement, en fait, ce facteur 2, il vient directement de la Lune. Et en fait, c'est juste un problème avec un terme périodique. Il y a en fait alors je ne sais plus si c'est lequel, si c'est le premier ou le deuxième. En fait, c'est vraiment, pour ce mouvement de la Lune, on ne peut pas juste moyenner brutalement. Il faut prendre la contribution. Même si on ne prend qu'un seul terme périodique, on peut montrer, je prends un terme périodique dans le développement, et on ne fait pas une moyenne brutale, mais on fait une intégration en prenant en compte juste ce terme périodique, on a déjà presque le bon résultat. Donc ça vient de la configuration particulière du système Terre-Lune. Si je prends le mouvement des planètes, que je fais pareil, je moyenne, on a des différences entre la solution complète et une moyenne brute du premier ordre, mais elle n'est pas aussi grosse. Il n'y a pas un facteur 2. Il y a 20% dans le pire des cas. Morena Naum, professeur de mathématiques, que dit la relativité générale à propos de ce problème ? De quel problème ? De la Lune. La relativité générale, quand on fait au moment
au XVIIIe siècle, avec une précision de l'ordre d'une minute d'arc. Il n'y avait pas de problème. Qu'on mette la relativité générale ou pas, on ne verra pas de différence. À l'heure actuelle, avec une précision de 2 cm ou de moins de 2 cm, si vous ne mettez pas la relativité générale, disons que là, j'ai plus en tête l'amplitude de la relativité générale, mais c'est énorme par rapport à ça. Donc on a... bien sûr, quand je parlais à la fin du modèle gravitationnel et de la précision de 2 cm, ces résidus servent justement de test à la relativité générale aussi. Si vous ne mettez pas la relativité générale, vous n'avez pas du tout ça. Oui, Uriel? Oui, à propos de l'astrologie. Enfin, déjà au VIe siècle, l'évêque Isidore de Séville dénonçait l'astrologie avec des termes très proches de ceux que l'on utilise actuellement. Évidemment, il y avait une grande différence avec d'Alembert. Bon, d'Alembert n'était pas très croyant, tandis qu'Isidore avait d'autres raisons aussi de dénoncer l'astrologie. Mais moi, ce que je trouve admirable, c'est de voir que dans l'encyclopédie, justement, il a l'air d'écrire que vraiment l'astrologie, plus personne n'y croit, il n'y a vraiment plus que... Alors, je doute, je pense que c'est militant. C'est militant, c'est pas... Il aimerait bien qu'il en soit ainsi. Je doute fort qu'à l'époque, la réalité soit conforme à ce qui est dit dans l'astrologie. Mais j'aimerais bien voir dans les encyclopédies actuelles des propos aussi virulents contre l'astrologie, et ce n'est pas du tout le cas. Odile? Vu la précision recherchée actuellement pour ces distances, est-ce que finalement, par exemple, des tremblements de terre ou des mouvements de la croûte terrestre peuvent influencer tous les paramètres? Oui, ça peut... Disons que... non, mais là, ça, c'est le résidu. En fait, l'observation est plus précise que le résidu actuel. Ça veut dire que les observations qui sont faites avec les lasers, sont précises. Une observation est précise à quelques millimètres. Donc, quelques millimètres, donc vous voyez, c'est... Quelques millimètres, c'est entre donc n'importe quoi. Il faut bien sûr les marées, il faut en tenir compte, il faut tenir compte de la météo qui va changer la vitesse de propagation du laser dans l'atmosphère, la dilatation du régolithe sur la Lune qui peut faire bouger un peu le miroir, enfin c'est tout ça. Mais on essaye d'enlever tout ça pour retrouver juste ce qui provient de la gravitation, parce que le but c'est de tester la loi de gravitation. Jacques? Oui, c'est une question de marin. Il semble donc que les concours qui ont été faits par la Royal Society, l'Académie des sciences, et à la suite, par exemple, du naufrage des îles Scilly. Et je suis vraiment étonné parce que les îles Scilly, elles doivent être à 15 000, quelque chose comme ça, de la côte. Et donc, les buts qui étaient demandés... c'est sûrement réaliste en termes d'attente des réponses, mais le but qui était demandé, c'est-à-dire avoir une précision... il voulait 30 000. De 30 000, c'était des buts... tu veux dire que ça n'aurait pas suffi? Ah, loin de là. Je veux dire, oui, mais je pense que... Donc, je me demande comment étaient construits, en fait, les prix. Non, mais je pense que là ils étaient tellement... Oui. Ça semble être juste ce qu'on connaît encore maintenant, un alibi pour construire la question plutôt qu'une vraie question pratique, non? Je pense qu'à l'époque, ça paraissait tellement inaccessible qu'on mettait ça comme but, que déjà arriver à cette précision paraissait quelque chose de très intéressant. Puisqu'il a fallu... On voit bien que finalement, ce longitudinal, entre le moment où il a été posé et sa résolution, il a fallu 50 ans ou un peu plus. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on voit souvent des appels d'offres qui sont faits au nom de questions sociétales, etc., parce que c'est comme ça qu'on a de l'argent. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'était un argument pour obtenir un financement, un prix sur un sujet, mais qui était un argument...
je vais dire, de communication plus que... Je pense pas. Je pense que c'était vraiment l'argument sociétal là, pour le Longitude Act. Hein. Bon. C'est d'ailleurs aussi l'argument qui a présidé à la création du Bureau des longitudes, hein, ultérieurement, donc pendant la Révolution, où on considérait que la question n'était pas encore réglée et on voulait encore améliorer le perfectionnement de la détermination des longitudes en mer. Et donc là, acte de la Convention, qui était quand même aussi un acte sociétal pour arriver à résoudre ce problème. Oui. Et gagner la maîtrise en mer par rapport aux Anglais. Oui. Oui, rapidement. Juste en vous écoutant, j'ai été surpris. Ils ont voulu rajouter un terme en 1 sur R4 à la sacro-sainte loi de Newton. Donc, Clairaut, oui. Oui, je parlais du 1 sur R2 de Newton. Oui, Clairaut a voulu rajouter le 1 sur R4. C'est ça. Et donc, je trouve ça surprenant pour tout un ensemble de chercheurs qui ont engendré qui ont eu comme disciple, par exemple, Laplace, qui est connu pour son déterminisme. Et donc, ça m'étonne parce que d'un côté, on a des physiciens qui peuvent très bien jouer sur des théories aussi fondamentales. Non, mais c'est une très bonne chose de vouloir rajouter le 1 terme en 1 sur R4. On a une théorie qui ne colle pas aux observations. Donc, on a plusieurs manières d'essayer de le résoudre. Soit on se dit qu'il faut rajouter un effet physique, ce que proposait Buffon ou d'Alembert avec le magnétisme, et qui était aussi farfelu, farfelu après coup, pas du tout farfelu au moment où il est proposé, puisqu'on ne le connaissait pas. Changer la loi, on fait ça quotidiennement aujourd'hui. Pour la gravitation, pour essayer d'expliquer la matière noire ou l'énergie noire, il y a 10 000 théories alternatives de la gravitation. Aucune de ces théories n'est ridicule. Elles sont toutes... l'essentiel, c'est qu'elles puissent être en accord avec tout ce qui existe déjà. Donc là, c'était le cas, c'était tout à fait normal. Mais effectivement, c'était quand même vu comme quelque chose de très dérangeant à l'époque, de modifier cette loi de Newton. Ensuite, quand Le Verrier va trouver des désaccords avec le mouvement du périhélie de Mercure, aussi, il va lui chercher une planète intramercurielle, donc c'est tout le contraire. Il ne va pas oser modifier la loi de Newton, il va chercher une planète intramercurielle pour expliquer ce dérive du périhélie. Et il va écrire, il va dire, la dernière chose qu'on doit faire, il y pense à changer la loi, mais il dit, la dernière chose qu'on doit faire, c'est changer la loi. Il faut d'abord chercher un peu tout ce qui peut expliquer autrement. Mais en l'occurrence, là, il avait tort, puisque c'est en changeant la loi qu'on a expliqué le résultat. Donc, c'est pas du tout, c'est tout à fait c'est de la bonne science de changer la loi. D'ailleurs, Clairaut, il change la loi en un premier temps, et puis après, il fait le calcul plus à fond, et il voit que le calcul permet d'expliquer le changement. Oui. À propos de la question qui a été posée, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. À propos de la question qui a été posée sur le Longitude Act, ce désastre a été vécu comme un scandale par la population. Et je pense que l'objectif était d'avoir une réponse réaliste pour répondre à la demande de la population. Et donc, dans les valeurs qui ont été souhaitées donc, par la résolution du Longitude Act, on tienne de ces deux propos, quoi. Donc c'était bien un enjeu sociétal. C'est bien ce qu'on dit. Oui. Bon, 2 dernières questions. Une Jean-Paul Poirier et après Vincent Courtillot. Bon, pour répondre à Alain Jacques Valeron, bon, en fait, le problème, c'est que la longitude, quand on est arrivé au Sorlingue, elle était fausse de beaucoup, parce que en traversant l'Atlantique, il faisait l'estime. Et les erreurs de l'estime s'accumulaient énormément. Donc, si on avait pu recaler à plusieurs endroits l'estime sur des valeurs à peu près correctes, même avec cette imprécision-là sur le truc, ça aurait été déjà beaucoup mieux.
Donc le problème, ce n'était pas tellement de trouver la longitude quand on arrivait au Sorlingue, c'était de pouvoir se recaler quand on traversait, et puis donc de diminuer l'erreur en arrivant. Vincent Courtillot. Moi, ma remarque, c'était pour le terme en 1 sur R puissance 4. Beaucoup plus récemment, dans les années 70, avec l'arrivée de gravimètres précis, beaucoup de géophysiciens ont observé des anomalies dans des forages ou dans diverses situations qui ont conduit pendant plus d'une décennie à imaginer l'introduction d'une 5e force et à recommander. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont fini pour l'instant par rejeter cet effet et trouver d'autres raisons pour ces anomalies. Mais donc, c'est revenu il n'y a pas longtemps. Non, mais pour en fait, en cosmologie, on a dans les gros problèmes de l'astronomie actuelle, c'est quand même, il y a le mouvement des étoiles dans les galaxies ne se comporte pas correctement. Il faut rajouter soit de la matière noire, soit changer la loi de gravitation. Alors c'est comme le problème de Clairaut. On veut quelque chose. Pourquoi il met du 1 sur R4 ? C'est qu'il voit que les planètes se comportent à peu près correctement. Donc il ne faut pas d'effet à grande échelle. Et il faut qu'il y ait un effet à petite distance. Donc en mettant un 1 sur R4, c'est un terme qui va pouvoir être beaucoup plus grand à petite distance qu'à grande distance. Et on fait pareil actuellement avec les théories alternatives de gravitation. Comme dans le système solaire, on contraint bien la dynamique, justement avec des solutions comme celles que j'ai montrées de la Lune ou autres, eh bien il faut des choses qui ne modifient pas trop les choses à l'échelle du système solaire et qui les modifient à des plus grandes échelles. Donc là, c'est l'inverse.